Et nous allons démarrer cet atelier. Bon, je suis Eric Bazard, donc je suis un des pilotes de cet atelier qui, après 2 ans à manipuler des mots aussi exotiques pour un aménageur que Bottom-up, Pesha-Kusha, Learning Center, Top-down, Living Lab, Fab Lab, j'en passe, et des meilleurs, nous avons choisi d'intituler La ville créative du mythe au projet, et qui est consacrée à la connaissance et à la créativité dans la ville. Alors il s'agit avant tout autant de comprendre pourquoi la ville s'impose aujourd'hui comme un milieu propice à l'innovation collective et comment elle peut faciliter la création de toutes sortes de valeurs. On ne parle pas ici que de valeurs économiques, que d'envisager en quoi les créatifs peuvent contribuer à la production urbaine et donc peut-être au renouvellement un certain renouvellement de ces modes de faire. Alors, cette démarche, cette réflexion, elle est ancienne. Hein, c'est une analyse qui a connu un fort développement autour des travaux d'une personne que vous avez tous eu à connaître, je suppose, qui est Richard Florida, sur la ville et les classes créatives. Pour cet auteur, les villes doivent tenter de séduire les populations qui sont au cœur de la reconfiguration de l'économie autour des activités d'innovation. C'est ce qu'il appelle la classe créative. Et il pose comme modèle fort de ces villes la ville européenne, qui, avec ses centres animés et habités d'une vie culturelle intense, est très fortement mise en avant et va conduire de nombreux territoires à développer des projets qui s'en inspirent. Ça s'est d'abord passé en Amérique du Nord, le cas de Montréal a été assez emblématique, et puis ensuite, progressivement, ça s'est développé en Europe, où des réflexions qui présentent des similitudes ont été également développées par Barcelone, Paris, Berlin, Londres. Alors bien sûr, on ne va pas construire une table ronde autour des travaux de Richard Florida, ce n'est pas l'objet du club, mais quelques points clés méritent quand même d'être soulevés. Ils seront reprécisés par des chercheurs qui vont nous accompagner. Elisabeth Campagnac, qui est déjà sur l'estrade, Ludovic Albert, qui nous rejoindra tout à l'heure, et qui nous permettent d'éclairer les réflexions. Alors, 2 points. Les travaux de Richard Florida agrègent des choses qui ne sont loin d'être homogènes. C'est aussi vrai en termes d'activités, de fonctionnement de ces activités. On y mélange des activités scientifiques qui nécessitent des outils très conséquents. Je sors de la visite de Via Silva, de la Technopole à Talente, c'est les cendres de R&D de certains grands groupes, et qui nécessitent une énergie beaucoup plus importante que d'autres activités plus modestes, et qui s'insèrent sans doute par contre de manière peut-être un peu plus aisée dans les formes urbaines, telles qu'elles existent dans les centres de nos cités. Et puis la classe créative de Florida, c'est aussi bien le peintre impressionniste de bord de mer que les chercheurs en optique, voire même les traders. Ensuite, un point qui nous a beaucoup travaillé pendant ces 2 ans qu'ont duré les travaux préparatoires à cet atelier, c'est que la question de l'attractivité des territoires est peut-être un peu seconde par rapport à la question de la coordination des ressources qui sont déjà présentes et à la facilitation de leur développement. Alors, je ne cherche pas ici à opposer le développement endogène et exogène. Enfin, tous les aménageurs qui sont dans la salle savent très bien que c'est des choses qu'on manie de manière tous les deux constante sur nos territoires, mais c'est vrai que quand même le principal levier d'activité, c'est vrai dans le tertiaire, c'est vrai aussi sur ce qui tourne autour des classes créatives. Et les principaux leviers d'attractivité de nos territoires, c'est d'abord et avant tout les entreprises qui le composent et les dynamiques qu'on est capable de faire naître du territoire lui-même. Et Madame la vice-présidente de Rennes Métropole, en parlant du technopôle, enfin de la technopole et de Via Silva, disait aussi qu'il y avait sans doute beaucoup à faire pour construire des parcours pour ces entreprises au sein de nos territoires. Alors, à côté de ça, bien sûr, il y a quelques grands villes-mondes qui sont lancés dans une course à l'attractivité qui s'appuie sur des opérations très visibles, on en parlera un peu, signées par des grands noms de l'architecture, mais beaucoup de villes moyennes. Et on tente aujourd'hui de construire des projets qui permettent et qui suscitent des dynamiques locales et qui nourrissent la capacité d'intervention les capacités d'intervention collective de ces territoires. Quelques lignes de force quand même qui sont communes, c'est que l'innovation est quand même beaucoup portée par l'hybridation et l'interdisciplinarité. Là encore, Gwenaëlle Hamon nous disait tout à l'heure que
on n'était plus aujourd'hui dans des intégrations très verticales, mais qu'on cherchait à produire du frottement. Donc c'est un élément important de tout le travail qu'on a mené. Et bien entendu, quand on parle de ce frottement, quoi de plus adapté que la ville comme milieu qui est susceptible d'accélérer la production et la circulation de ces savoir-faire et de ces créations. Alors, lors de ces travaux que l'on a menés pendant 2 ans, on a exploré de nombreux thèmes. Là encore, on ne va pas prétendre à les résoudre tous. On a évoqué de nombreux projets à Nantes, à Strasbourg, à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Grenoble, à Amiens. Et au cours de cet atelier, on vous propose de faire 2 focus. Un qui, lancé par Elisabeth Campagnac, nous permettra de repartir des questions de la connaissance et de l'innovation et d'explorer un point important qui est le rôle que l'université peut jouer dans l'émergence d'une société fondée sur la connaissance et aussi de parler des conditions d'aménagement des sites universitaires. Alors, Florence Lipski nous accompagnera sur ce sujet. Le président Khaled Bouabdallah, président de l'université Jean Monnet, président du Presse de Lyon et vice-président de la conférence des présidents devait nous rejoindre. Malheureusement, il était convoqué au cabinet de la ministre cet après-midi à 17h, donc il a fait un choix que l'on comprend. Donc, il m'a prié de vous prier d'accepter ses excuses. Et Olivier Carreau nous parlera de l'intervention qu'avait prévu de faire Khaled Bouabdallah. Et puis, cette question de l'université nous a accompagnés de manière linéaire tout au long de ces travaux, tout au long de ces 2 ans de travail. C'est une actualité assez foisonnante qui a beaucoup bougé en 2 ans, et c'est peut-être un bon moment pour faire un premier tour d'horizon sur ce thème. Et un deuxième thème qui nous a paru intéressant, sur lequel il nous a paru intéressant de s'arrêter, puis qui renvoie beaucoup quand même aussi à nos métiers premiers, qui c'est quand même de produire un peu du hard, c'est les conditions d'accueil des activités créatives dans la ville. Les acteurs créatifs ont des attentes assez spécifiques, ça génère des projets singuliers, et on se rend compte qu'aujourd'hui c'est assez difficile encore de les inscrire dans les logiques de transformation urbaine, sauf à recourir de manière très conséquente à l'investissement public. Ludovic Albert, tout à l'heure, nous introduira cette séquence. Fleur Trottmann nous montrera que le privé peut-être aussi est présent. Et c'est dans cette perspective que nous tendrons de repositionner les problématiques de la ville créative et de l'intervention des aménageurs dans la deuxième partie de l'atelier. Donc, c'est aussi le moment, maintenant, de peut-être, à la fin de cette introduction, de remercier tous mes confrères aménageurs, tous les acteurs qui ont bien voulu nous recevoir pendant les travaux préparatoires d'un atelier que j'ai eu le plaisir à piloter avec Eric Fullenwart, donc, qui est le directeur général de la CERS, avec Olivier Carreau, notre consultant qui nous a accompagnés avec dévouement, énergie et brio, avec Pierre Bernard du PUCA, à qui je vais passer la parole et qui va nous dire en quoi aussi le travail du PUCA nous a conduit aussi à alimenter et à hybrider nos réflexions. Pierre, c'est à toi. Oui, merci. Donc bonjour. Effectivement, le PUCA était un peu à l'initiative de la demande de cet atelier, en fait, parce que depuis 3 ans, le PUCA s'est intéressé aux questions, tout d'abord, d'aménagement universitaire. Donc, observant les fortes mutations qui travaillaient le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, que ce soit à travers donc, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les opérations campus et les différentes actions menées par le ministère de l'Enseignement supérieur, observant aussi que ça mobilisait des fonds considérables. Donc il était prévisible, en tout cas imaginable, que tout cela pouvait avoir des effets territoriaux importants. Par exemple, les presses sont des objets qui s'étendent à l'échelle régionale. Donc il y a des échelles qui émergent et donc des questions qui se posent. Donc, pour effectivement créer un espace de débat et de réflexion autour de cette question d'aménagement universitaire, nous avons lancé un certain nombre d'actions qui sont assez multiformes, mais l'idée c'était d'attraper cette question d'aménagement universitaire, puis après ça a été aussi la question d'économie de la connaissance, à travers différents biais, à travers différents points de vue. Tout d'abord, donc, Elisabeth Campagnac a animé
un atelier un atelier séminaire sur le thème Université Territoire. Ce séminaire a duré 1 an et demi et ça a été l'occasion de faire un état des lieux de la question, mais aussi d'ouvrir un espace de controverse, de discussion et de controverse, en particulier autour des questions des PPP, par exemple, ou d'autres questions. Et le terme de ce travail a pris la forme d'un certain nombre de questions de recherche qui pourraient effectivement être lancées, a priori peut-être plutôt en 2014-2015. Une deuxième action concerne la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines, POPSU, où il y a un atelier sur économie de la connaissance et fabrication des territoires urbains, que suit également Elisabeth Campagnac. Donc là, 10 agglos sont impliqués, réfléchissent, il y a des équipes de recherche qui travaillent et qui croisent éventuellement sur ces questions d'économie de la connaissance et de leur territorialisation, des approches en même temps urbaines, mais également sociales et économiques. Un autre petit chantier a été mené donc l'année dernière, c'est POPSU, mais c'est POPSU Europe, donc c'est un format plus petit, mais ouvert à l'échelle européenne, où on a posé la question de la ville des créateurs et on a essayé d'observer dans un certain nombre de villes, que ce soit Lausanne, que ce soit Paris, que ce soit Berlin, Lyon et d'autres, le rôle des créateurs dans la transformation de la ville. Enfin, donc, un séminaire a eu lieu en juin 2011, organisé par Patricia Ingalina, donc, sur le thème « Université enjeux territoriaux, une comparaison internationale de l'économie de la connaissance » qui nous a permis de voir sur les 5 continents poser cette question effectivement de l'attractivité des territoires et de l'enjeu que représentait l'université dans ces questions d'attractivité. Voilà, donc là, je vais... alors l'idée, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'idée, c'était que ces différentes approches, ces différents points de vue, ces types de travaux, l'idée, c'est qu'ils puissent se croiser, voilà, et qu'on puisse en même temps croiser l'action et la réflexion. Et donc l'atelier du Club Ville Aménagement pose la question de l'action, bien sûr. Mais Elisabeth symbolise effectivement cette relation, puisque en même temps tu es ici et tu as travaillé sur 2 des projets qu'on a financés. Donc Elisabeth Campagnac est enseignante, chercheure donc au LATS, directrice de recherche et docteur en études urbaines. Et donc Elisabeth, est-ce que tu peux nous éclairer sur la montée en puissance des enjeux de la connaissance dans l'innovation et son impact sur les stratégies de développement des territoires. Mais d'abord, avant de déployer tout ça, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est pour toi l'économie de la connaissance ? Bonjour. Alors en effet, j'ai été amenée dans le cadre du séminaire Université et Territoire, mais peut-être plus encore dans le cadre du suivi des projets POPSU 2, à me confronter à la question de l'économie de la connaissance, de l'économie créative, de la société de la connaissance et du développement territorial. Alors, je dois dire que la première réflexion, c'est quoi l'économie de la connaissance? On a là encore affaire à des mots un petit peu fourre-tout, enfin des concepts flous. Pour un chercheur, c'est un concept flou qu'il convient donc de définir. Et en même temps, on peut être étonné par le succès que ce concept flou rencontre au niveau des acteurs urbains ou des acteurs territoriaux. Donc moi, ce qui m'a intéressé et la manière dont j'aborderai l'économie de la connaissance, c'est autour de la question en quoi la dynamique de l'économie de la connaissance que je vais vous proposer de définir, c'est une proposition, intéresse-t-elle les dynamiques territoriales? Quelles sont les relations de l'un à l'autre? Alors, sur l'économie de la connaissance, la revue de la littérature que j'ai pu faire, ainsi que les travaux que j'ai pu mener dans le cadre de mes recherches, puisque j'ai travaillé beaucoup en économie industrielle dans le cadre de l'équipe de Pierre Vels, c'est l'économie de la connaissance, on peut considérer d'une certaine manière, pour dire vite, c'est un nouveau régime de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un nouveau régime de croissance, peut se décliner à la fois au niveau macroéconomique. Là, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Dominique Forêt.
au niveau macroéconomique par le fait qu'on constate, et on a constaté en particulier aux États-Unis, un investissement beaucoup plus fort dans ce qu'on appelle les investissements immatériels, intangibles, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche, les recherches-développement, l'innovation, mais aussi ce qu'on appellera aussi capital humain, la formation, la santé, donc tout ce qui est des investissements immatériels par rapport aux investissements directement tangibles en infrastructure physique ou en équipement. Au niveau, ça c'est au niveau macroéconomique, si on pourrait définir l'économie de la connaissance. Au niveau sectoriel, elle va se manifester par la montée en force ou l'apparition de nouveaux secteurs ou la montée en force de certaines industries qui précisément vont recourir à être très demandeuses de liens avec la recherche, mais aussi de relations avec l'innovation. Alors on cite généralement les technologies de l'information et de la communication, le multimédia, mais on pourrait aussi trouver dans des secteurs plus classiques comme l'aéronautique ou la santé, des investissements, des indicateurs d'investissement croissant dans la recherche, le développement, l'innovation par rapport aux formes aiguës que prend la concurrence dans ces secteurs-là. Et au niveau microéconomique, l'économie de la connaissance, elle va se traduire par une redéfinition des territoires de l'entreprise et des relations de l'entreprise avec ses partenaires divers et variés, et donc avec une multiplication de partenaires. Pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, de faire la visite 10, c'est-à-dire sur le campus Beaulieu, la visite du Technopôle était tout à fait intéressante. Bon, on abordait surtout la question d'aménagement urbain, on a moins abordé la question de ce qui se passait dans cette Technopôle, mais on avait là quand même tout un ensemble de secteurs qui sont très représentatifs de l'économie de la connaissance et de cette montée en force, de ce lien entre recherche, développement, innovation. Et en plus de l'attention peut-être nouvelle portée sur une articulation recherche, non plus recherche, technologie, industrie, mais recherche, innovation, peut-être encore plus, et industrie ou activité. Donc voilà une définition que je pourrais donner de manière rapide sur l'économie de la connaissance. Alors après, la question c'est en quoi transforme. Je pense que quand on dit, bon, c'est un concept flou et en même temps, c'est un grand succès au niveau des acteurs urbains. Moi, à mon avis, il y a un niveau intermédiaire qu'il faudra aborder. C'est que sait-on ou que peut-on dire de la relation entre économie de la connaissance et dynamique territoriale et dynamique d'innovation. Alors là, je peux peut-être dire aussi très rapidement qu'un certain nombre de réflexions soulignent le fait que par rapport à la manière dont on abordait les systèmes locaux, territoriaux d'innovation, etc., elle a peut-être un impact aussi sur la transformation de ces formes de territorialité. Par exemple, et ça on va le retrouver vraiment dans le programme POPSU 2, on peut dégager à la suite d'un certain nombre de chercheurs 3 types de formes de territorialité ou de dynamique territoriale. J'entends ici par dynamique territoriale tout ce qui a trait aux externalités, au fait à la notion de proximité, ou aujourd'hui remise, interrogée, interpellée par la relation au réseau, et la nature des externalités associées. Donc parmi ces dynamiques territoriales, là encore je vais être caricaturale, mais c'est bien parce que ça permet d'avoir des catégories et ensuite de pouvoir les combiner pour rendre compte d'un contexte spécifique. On peut dire qu'il y avait d'abord la dynamique métropolitaine. Alors, dans la dynamique métropolitaine, les externalités, elles sont associées à tout ce qui concerne l'urbanisation et maintenant, de plus en plus, à la présence d'actifs créatifs, tout un ensemble de milieux urbains stimulants, innovants, etc. Donc, il y a une capacité. Il y a certaines externalités qui ne peuvent être produites que dans les métropoles. Bon, Ludovic Albert, je ne sais pas s'il abordera cette question, mais enfin, c'est un des spécialistes aussi de cet aspect-là. À côté des dynamiques métropolitaines, il y a une seconde série de dynamiques
qui sont les dynamiques technopolitaines et qui, moi, m'intéressent toujours autant. C'est-à-dire qu'il y a la métropole, mais il y a aussi ce qui se passe, non seulement dans les technopoles, mais dans aujourd'hui les pôles de compétitivité, les clusters scientifiques, les clusters d'innovation, et en même temps, ce qu'il advient des industries ou des recherches locales et de la manière dont elles s'enrichissent, se rapprochent, se transforment en essayant de coopérer davantage avec la recherche ou la recherche-développement. Donc la dynamique technopolitaine est aussi à prendre en compte, me semble-t-il. D'abord, elle fait partie de l'économie de la connaissance, mais elle en est une des formes de territorialisation. Et puis, troisième aspect, c'est, bon, je l'ai évoqué, donc je ne reviendrai pas trop là-dessus, puisque c'était sur la manière de penser les systèmes locaux d'innovation. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on n'est plus tout à fait sur les mêmes représentations qu'autrefois, c'est-à-dire sur les districts industriels. Donc, ça existait déjà, cette réflexion sur en quoi le fait de rassembler sur un même territoire des activités économiques qui œuvraient dans un même secteur pouvait être porteur d'externalités positives et œuvrant dans le cadre de la création. Aujourd'hui, ces districts industriels, bon, j'ai rapidement abordé, se redéfinissent. Et alors, ils se redéfinissent parce que l'une des caractéristiques premières et fortes, c'est plus tant le rapport entre un type de production à un lieu, mais davantage à la capacité de savoir combiner d'abord des compétences multiples et variées, avec éventuellement des secteurs qui ne sont pas tout à fait dans le même domaine, qui en sont très proches, autour de thématiques communes. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu la définition des pôles de compétitivité, la manière dont ils s'organisent, c'est souvent sur des aspects transversaux. C'est le pôle santé, c'est le pôle... ça peut être le pôle... médias. Voilà, merci. Pour tout un ensemble qui appelle en fait à la coopération de plusieurs disciplines, de plusieurs secteurs, et puis de plusieurs acteurs, à la fois des acteurs universitaires, des acteurs de la recherche, public-privé, et des acteurs et des PME, etc. Donc ça, c'est comment penser aujourd'hui ces systèmes locaux d'innovation dans la mesure où ils ne peuvent pas se définir aussi directement et simplement qu'autrefois, et où la manière de faire de l'innovation se redéfinit aujourd'hui dans ce contexte-là. En particulier, je pense qu'une des questions qui est posée par l'économie de la connaissance, et puis avec ce lien sur l'innovation, c'est que l'économie de la connaissance, elle peut être définie à la fois comme l'endroit où la connaissance joue comme un facteur direct de production et l'endroit où la connaissance joue comme un facteur direct d'innovation. Je dirais presque que la première question, elle est un peu plus classique, la seconde, elle est aussi classique, mais on a beaucoup de mal à y répondre. Et donc, et puis le troisième dynamique de ces secteurs territoriaux d'innovation, et je pense qu'il y a une troisième dynamique, alors là qui est un petit peu plus, qu'on pourrait rapporter davantage à la société de la connaissance et qui porte sur la manière dont se forment les compétences, les savoirs, les qualifications aujourd'hui. Et donc, dans l'apport de tout ce qui est diffusion de connaissances et contribution des organismes, non seulement du type université, mais aussi tous les instituts et les structures qui se focalisent sur et qui se donnent à la circulation des connaissances, y compris scientifiques, qui jouent un rôle important. Donc, voilà un petit peu comment on pourrait définir rapidement les enjeux qui sont autour de l'économie de la connaissance et de l'innovation. Peut-être que je peux dire quelque chose sur moi, ce qui m'intéresse, et je ne sais pas si on fera le lien avec POPSU ici ou pas, mais c'est que par rapport à ça, les acteurs urbains, ils vont répondre par une offre territoriale.
bon, même dans le projet ce matin, c'est une offre territoriale qu'on essaye d'inventer, de conceptualiser, de définir, en jouant à la fois des outils ou des idées qui sont dans l'air et qui semblent contribuer à ce développement d'innovation, et en même temps à la manière de le mettre en œuvre réellement. C'est-à-dire que là, la manière dont ça va créer ou pas des interfaces, des interactions, des rencontres, et là, ça pose en effet à chacun un certain nombre de problèmes. Je pense que, alors, on a d'un côté, si je pouvais me résumer, on a d'un côté une dynamique très forte et la prise de conscience. On a d'un côté la prise de conscience qu'on a besoin de plus en plus de ressources en capital intangible, recherche, innovation, formation, enseignement, et qui profitent aussi bien à l'emploi, aux recherches des entreprises, à l'innovation et au développement économique local. Donc là, ça vient en grande partie des acteurs de l'industrie, des acteurs impliqués dans l'économie de la connaissance au sens de facteurs de production, facteurs d'innovation, mais dans le domaine productif, je dirais. Et par rapport à cela, on a aussi une prise de conscience de la centralité de la qualité urbaine qui pourrait permettre de répondre aux besoins de ressources nouvelles que suppose cette économie de la connaissance vue sous le premier volet. Et on a presque un glissement. Alors voilà, la relation elle est à double sens. D'un côté, si on veut faire venir ces entreprises, ces entreprises-là génèrent et ont besoin de nouveaux segments de formation, de qualification, de créativité. Et une autre manière de voir les choses, une autre approche est de dire nous, on peut, grâce à la qualité urbaine, permettre de fournir toutes ces ressources qui, à leur tour, vont attirer des entreprises. Le problème, c'est où se joue cette rencontre. À quel moment se fait l'échange et le dialogue entre ces deux mouvements, d'un côté les acteurs urbains et qui vont s'immiscer, qui vont s'interroger sur cette offre territoriale, et de l'autre côté les acteurs qui peuvent œuvrer dans leur propre transformation au développement économique. Alors c'est peut-être très général. Merci Elisabeth. Non, c'est pas du tout général. Je pense que c'était essentiel qu'on ait cette introduction sur le sujet. On va reparler un peu de chacun des points que vous avez évoqués finalement pendant toute cette première partie d'atelier. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur un premier point, qui est l'idée que finalement, au-delà de l'agrégation et du regroupement d'une série d'acteurs sur un territoire, il y a une question qui se pose aujourd'hui très directement aux acteurs locaux et pas seulement aux aménageurs, et notamment dans un contexte où il y a cette question d'hybridation des disciplines, d'objets un peu partagés entre des gens qui viennent d'univers différents, qui est la question de l'animation et l'idée que finalement, il y a une nécessité de dépasser le regroupement physique et d'aller sur des questions d'innovation. Alors un des cas qui nous a beaucoup intéressés pendant les travaux préparatoires, c'est le cas de la cantine à Paris. Il y a également une cantine à Rennes, et je vais y revenir. Il y a des similitudes qui sont très fortes dans les deux projets. Cantine, donc, qui est un lieu dédié à l'animation des réseaux de l'innovation numérique. Je me fais ici l'écho de Pierre Vell ce matin qui mentionnait l'influence très forte du contexte numérique dans l'évolution et dans les mutations en cours dans l'économie, à la fois j'allais dire, dans la production économique elle-même, et puis dans les reconfigurations qui avaient lieu sur l'organisation des acteurs, et justement sur le fait que de plus en plus, il y avait une question de coordination des acteurs qui se posait, qui était bien plus forte qu'à l'époque où, mais il le dit mieux que moi, la coordination des acteurs de l'innovation se faisait soit à l'intérieur des grandes firmes, soit dans des systèmes qui étaient beaucoup moins nombreux et beaucoup moins diffusés en acteurs. Donc la cantine, c'est un lieu d'animation qui fédère les réseaux numériques au cœur de Paris. On se situe, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce lieu, à quelques pas de l'ancien palais de la Bourse, du palais Brognard.
Et c'est un lieu qui est né de l'initiative des acteurs du numérique eux-mêmes, qui habitaient déjà dans le quartier. Le fondateur de la cantine nous avait expliqué que s'ils étaient là, c'est parce qu'il y avait des réseaux numériques qui étaient liés au fait que les acteurs de la bourse avaient fait venir du réseau dans les années 90 à cet endroit-là, et quand les transactions se sont dématérialisées, il n'y avait plus besoin d'habiter à côté du Palais Brognard, donc les grands centres bancaires ont migré, évolué dans leur immobilier, c'est l'histoire des villes qui se recomposent en permanence, et donc toutes les startups du web qui à ce moment-là se développaient très fort dans Paris étaient venues préempter ces espaces-là, occuper ces espaces-là, finalement attirés par quelque chose qui parle très bien aux aménageurs, les infrastructures. Ils se regroupent à cet endroit-là et puis ils décident qu'en fait, chacun travaille sur des sujets très spécialisés et qu'il y a besoin à un moment de foisonner à plusieurs. Et ils vont se mettre à inventer des dispositifs d'animation où on est entre le petit verre qu'on boit le soir en sortant du boulot, des choses très sérieuses qui vont être de l'incubation de projets, comme on dit chez les développeurs économiques, et dans un entre-deux comme ça un peu permanent, qui va très bien fonctionner, qui va générer une communauté, et qui va faire qu'au bout d'un moment, ils vont imaginer d'ancrer ça dans un lieu. C'est donc la cantine qui est née de cette réflexion au milieu des années 2000, qui organise aujourd'hui à peu près 400 événements par an, ça vous donne une idée de l'intensité de ce qui se passe dans cet endroit-là, et qui regroupe plusieurs milliers de membres. Et je ne parle pas que d'individus, je parle de structures, en faisant le grand écart, un peu comme à Rennes, avec à la fois des pôles de compétitivité, des très très grands groupes du secteur numérique, et puis des indépendants, des startups, qui viennent partager, essayer des choses, pratiquer autant que réfléchir, et dans des formats qui finalement ressembleraient peut-être presque plus à de la culture qu'à des logiques de développement économique. Stéphane Distinguin, quand on l'a rencontré, nous disait nous, pour nous inspirer dans la manière de faire ce lieu, on l'a pensé comme un équipement culturel. Et finalement, le numérique aujourd'hui, c'est sans doute autant une question culturelle qu'une question économique. Et la question de l'innovation et de la manière d'animer des acteurs aujourd'hui, c'est sans doute autant une question qui doit être inspirée par ce qui se passe dans les pratiques culturelles que par ce qui se passe dans la manière qu'on a d'animer les milieux économiques traditionnellement. Peut-être dernier point sur la cantine, c'est que finalement l'importance du lieu aujourd'hui, il est beaucoup plus comme un emblème, comme une vitrine d'une communauté que réellement comme un espace de travail. On dit souvent le coworking de la cantine. En réalité, je crois que dans la vie de ce lieu, dans son fonctionnement et dans l'importance qu'il a pris dans le paysage parisien, c'est beaucoup plus les formats d'animation aujourd'hui que les quelques sièges de travail qui sont offerts aux travailleurs nomades ou aux entrepreneurs indépendants de la région parisienne qui sont déterminants dans le système. Même si ça a généré toute une logique d'émergence de lieux aujourd'hui de travail partagé sur Paris, dans l'agglo, dans les politiques publiques, qui ne sont pas du tout à minorer. Alors, loin de nous l'idée, et puis vous allez le voir tout au long de cet atelier, de penser des expériences qui seraient généralisables. Je crois que c'est plutôt dans la manière qu'on va aller venir de piocher dans telle ou telle expérience que c'est intéressant. D'autant plus qu'elles sont assez peu reproductibles d'un secteur d'activité à un autre, d'un type d'acteur à un autre. Et on voit aussi en parallèle de ces logiques qui s'appuient sur un lieu vitrine et qui finalement mettent en réseau des communautés qui sont un peu dispersées sur les territoires, on voit aussi pour le coup, et je vais laisser la parole à Eric Fullenwart, des logiques qui mêlent des logiques d'animation et des dynamiques urbaines, c'est ce qu'a très bien expliqué Elisabeth Campagnac dans son introduction, qui sont, elles, appuyées sur des regroupements et sur de la mutualisation d'outils, la tentative de construction de cadres d'action collectifs, et notamment dans la préparation de notre atelier, on avait travaillé sur le cas de Grenoble, Eric. Oui, tout à fait, merci. Alors, effectivement, on a retrouvé dans le cadre du projet Giant à Grenoble, qui est piloté par la SEM Innovia, donc un projet sur lequel qui est appuyé sur la mutualisation d'installations techniques auxquelles sont adossées des formations spécialisées et des laboratoires de recherche, des salles blanches et des espaces d'incubation et des lieux de vie communs. Et fort de ce succès de ce premier projet, les collectivités et les acteurs scientifiques ont imaginé
porté dans une logique intégrée, donc un projet scientifique appuyé sur les compétences spécifiques du territoire et positionné sur des secteurs de pointe, et un projet urbain favorisant l'intégration urbaine du site et autorisant la mutualisation des fonctions, lui permettant d'obtenir l'attractivité nécessaire à son inscription dans des réseaux internationaux. C'est le cas également à Saclay, qu'évoquera tout à l'heure Lise Mélian, qui est la directrice de l'aménagement de l'établissement public. Le projet est à la fois appuyé sur l'installation d'acteurs scientifiques et économiques nouveaux sur le plateau, mais également sur un grand projet visant à développer l'urbanité et la mixité des fonctions présentes sur le plateau. Alors, peut-être on n'a pas d'image. C'est vrai qu'on n'a pas d'image de ces projets qu'on vous présente très très rapidement en 2 minutes. Je glisse tout de suite que vous pouvez retrouver tout un tas de fiches qu'on a rédigées tout au long de nos travaux, qui sont accessibles en ligne et qui vous permettront, si vous cherchez des infos sur les différents projets qu'on cite, de venir retrouver. Je crois que quasiment l'ensemble des travaux du PUCAS sont également disponibles en ligne, donc n'hésitez pas à continuer à travailler après cet atelier, c'est absolument déterminant. Peut-être pour revenir sur notre sujet, on voit que cette articulation entre un projet d'aménagement urbain et un projet de développement économique ou un projet scientifique amène aussi, y compris, des évolutions dans l'organisation des maîtrises d'ouvrage. Et c'est quelque chose qui nous a un peu poursuivi tout au long de nos travaux, c'est de voir comment aujourd'hui l'organisation même des aménageurs était en train d'évoluer et posait la question de la relation entre des missions, j'allais dire, un peu classiques liées à la maîtrise d'ouvrage urbaine et aux aménageurs, et puis des politiques de développement économique, les conditions d'articulation avec les autres acteurs du territoire. Donc peut-être Eric là-dessus, tour d'horizon. Oui, alors au-delà de la question de l'organisation des aménageurs, c'est l'organisation dont on va appeler ça de la maîtrise d'ouvrage urbaine au sens large, c'est-à-dire que ce que je crois assez fortement, et pour les avoir suivis depuis cet entretien, les travaux du club démontrent, suivant les thématiques qu'on explore souvent ça, c'est que les organisations dépendent des territoires et elles ne sont pas forcément reproductibles, c'est des choses qui sont liées à des territoires et aux hommes qui les gouvernent ou qui les développent. Alors à Saint-Étienne, l'aménageur, c'est l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. Alors c'est un outil extraordinaire. Alors, pas tant pour les résultats qu'on a obtenus, même si je pense qu'on n'a pas à rougir de ça, mais c'est parce que de toute façon, un EPA sur un territoire, c'est quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire. Il y en a très peu en France. Il y en a que 5 hors Île-de-France. Et c'est extraordinaire de par on va dire, le champ d'intervention, le champ des possibles qu'il se donne. C'est des choses qui sont peut-être plus difficiles à reproduire, ou en tout cas à mettre en place dans les situations que vous pouvez vivre, vous aménageurs, sur d'autres territoires. Et notamment, la question, et ça a été un peu un enseignement que j'ai appris en passant quelques temps en Euro-Méditerranée, la question du développement économique a été tout de suite au cœur de notre intervention. Et cette question du développement économique, on l'a dès le départ, enfin en tout cas dès 2008, portée en lien très étroit avec la communauté urbaine, enfin la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole. Dans un premier temps, en partageant un poste, notre directrice du marketing avait aussi une fonction très importante et à mi-temps au sein du nouveau service de développement économique de Saint-Étienne Métropole, ce qui a permis de mettre en place un certain nombre de stratégies, que ce soit le développement commercial, que ce soit le développement tertiaire, que ce soit l'attractivité. Et sur la question qui nous occupe plus aujourd'hui de la ville créative, on partage, et du projet que l'on porte autour du campus créatif Manufacture Plein Achille qu'on développe avec Alexandre Chemetov, on partage aujourd'hui tout simplement un poste d'animateur avec Saint-Étienne Métropole, et puis on a mis en place un certain nombre de choses qui sont quand même qui restent de l'ordre de l'informel, c'est-à-dire qu'une fois par mois environ, et depuis peu de temps, on a une séance de travail et d'échange ouverte, out of micro, enfin je veux dire, c'est-à-dire où on s'autorise tout, avec à la fois le patron, le directeur de l'innovation de Saint-Étienne Métropole, Ludovic Noël qui s'appelle donc
Dominique Paré, Ludovic Noël, qui est le patron de la Cité du Design. Et la Cité du Design, c'est pas simplement la Biennale du Design 2 fois par an, c'est aussi beaucoup de services aux entreprises du territoire et à d'autres entreprises. Et le président de l'université, qui devait être avec nous aujourd'hui. Et tout ça pour construire en itération très forte, enfin, je veux dire, les ingrédients du campus créatif qu'on souhaite développer. L'université Jean Monnet, qui est déjà très fortement présente sur ce site, à travers un équipement d'excellence donc qui est de recherche sur l'optique, à travers un pôle média, va développer un nouveau projet sur l'opération, et on est en train de travailler justement à regarder si c'est pas à cette occasion qu'on peut-être répondre à des problématiques que se pose la Cité du Design et que tout seul il n'arrive pas à résoudre, pour répondre à des problématiques que se posent les animateurs de Saint-Étienne Métropole qui gèrent 2 pépinières sur le site, et en faisant aussi une chose qui va peut-être sans doute devenir essentielle dans nos métiers dans les années à venir, c'est en économisant un peu l'argent public. Voilà. Donc, et puis, cette rencontre informelle, ce n'est rien d'autre, si j'ai bien compris, et tu me contrediras, Olivier, que ce qui s'est passé sur l'île de Nantes dans la mise en... et à la Samoa, dans tout ce qui a conduit à l'émergence du quartier de la création. Quelques grands acteurs du projet nantais se sont réunis de manière informelle pendant quelques années, et puis aujourd'hui, la métropole a confié à la SPL, le statut le permet, sans mise en concurrence, une mission forte qui a conduit à la création d'une équipe d'animation dédiée au quartier de la création. Et cette équipe, c'est pas moins de 8 personnes. Et puis, si on parle toujours de cette itérativité entre développement économique et développement territorial, que dire de Paris-Saclay ? C'est un établissement, l'établissement public de Paris-Saclay n'est pas un établissement public d'aménagement. Et au-delà du côté très emblématique de son président, c'est un établissement public qui porte dans ses gènes, quelque part, la question du développement économique et la question de l'aménagement sur ce territoire. Et ça se traduit de manière très concrète dans le partage des gouvernances. Le président de l'établissement public siège au sein de la fondation de recherche qui porte le projet scientifique du plateau de Saclay, et inversement, le président de la fondation siège au sein du CA de l'établissement public. Donc tout ça montre bien que on est dans l'évolution, encore une fois, des métiers de l'aménagement, que cette évolution, ou de la maîtrise d'ouvrage urbaine, je préfère encore une fois ce terme, et cette évolution, c'est, comme me l'a dit il y a très longtemps un élu pour qui j'ai beaucoup de respect, qui jouait le batteur, c'est quelque part de continuer à mettre un peu d'intelligence dans le système, et donc pour faire en sorte que, en fonction des configurations, on arrive à répondre aux questions qui nous sont posées. Donc c'est le moment où je passe la parole au président de l'université que va représenter Olivier pour nous parler. Donc j'ai envie de dire merci Monsieur Bazard. Non, je vais essayer. On avait un petit peu échangé avec le président Bouabdallah. On s'excuse encore pour lui de ne pouvoir être présent. Il était vraiment confus. Et peut-être je vais repartir de cette question de qu'est-ce que c'est cette nouvelle position de l'université dans le système d'acteurs locaux et de qu'est-ce que ça implique pour les universités. D'abord, peut-être la première remarque qu'il m'avait faite pendant qu'on avait préparé cette table ronde, c'était de dire qu'en même temps que le rôle de l'université évolue, l'université connaît des mutations internes très rapides, très fortes, et qui peuvent être très déstabilisantes dans cette manière qu'on a de se poser cette question-là. Vous avez suivi dans l'actualité depuis maintenant plusieurs années, ça fait maintenant 5 ou 6 ans de suite que l'université enchaîne les réformes, les mutations structurelles, où ces modes de contractualisation avec l'État, avec les collectivités territoriales évoluent, et ça pose des questions quand même qui sont assez déstabilisantes pour des machines qui sont assez conséquentes. Une université, c'est très rapidement plusieurs milliers de salariés, c'est très rapidement plusieurs dizaines de milliers d'usagers, c'est bien souvent quelques centaines de milliers de mètres carrés. Une université dans une ville moyenne, c'est 200, 300 000 mètres carrés. L'université en France, c'est 18 millions de mètres carrés, je crois à peu près, ou l'enseignement supérieur public en tout cas. C'est 6 000 hectares non bâtis.
Ça fait rêver les aménageurs qui sont dans la salle, j'en suis sûr. Et donc, c'est des machines qui sont compliquées à transformer. On le voit dans la presse avec des fois des présidents qui chahutent les différentes propositions de réforme. Et en même temps, des choses qui ont énormément bougé depuis ces 5 dernières années. Alors, la chose sur laquelle il voulait insister peut-être le plus autour de ces évolutions, c'est l'autonomie et le fait qu'aujourd'hui, les universités apprennent, recommencent à poser des questions autour de la maîtrise de leur immobilier. Et tout ça nécessite de mettre en place, de porter, de construire des stratégies de long terme qui sont parfois d'abord assez éloignées de la culture des présidents, qui ne sont pas tous des urbanistes de formation, qui ne sont pas tous issus de ces milieux-là. Le président Boabdallah est quelqu'un qui vient de l'économie de l'innovation, donc qui a une sensibilité, j'allais dire, au sujet qu'on manipulait aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas de tous, et il faut qu'ils apprennent. Et dans le même temps qu'elle se reterritorialise, il y a une question de s'inscrire dans une logique de coproduction de la ville et de manière de gérer la complexité du système d'acteurs. Alors c'est ce qu'évoquait Eric tout à l'heure, c'est cette manière qu'on va avoir de rentrer à la fois en coopération avec les collectivités territoriales, avec les acteurs économiques, avec les aménageurs. Et pour l'université, c'est aussi de garder un contact avec des systèmes d'acteurs qui sont pour le coup beaucoup moins à l'échelle locale, l'État, l'agence qui évalue la recherche et l'enseignement supérieur, et des fois avec des injonctions contradictoires, sinon ce ne serait pas drôle, et le rôle de président ne serait pas de la complexité qu'on lui trouve au quotidien. Pour le président Boabdallah, et sur la base très rapidement esquissée du projet en cours qui a commencé avec le pôle optique à Saint-Étienne il y a de ça plusieurs années, Pierre tout à l'heure nous dira même que l'aventure de la réinscription de l'université dans les centralités urbaines à Saint-Étienne est quelque chose de bien plus ancien que les années 2000. Mais à partir de cet exemple-là, l'idée du président, c'est que nécessairement, il faut que sur les territoires, on arrive à une confrontation des stratégies des différents acteurs et qu'on arrive à penser à un équilibre, qui se traduit, et là je le cite quasiment in extenso, par le partage d'objectifs communs pour une meilleure synergie. C'est un sacré programme et au quotidien, ça marche des fois très bien, d'autres fois pas tant que ça. Quelques idées aussi, puisque le président Boabdallah est vice-président à la CPU, qui est la conférence des présidents d'université, qui regroupe tous les présidents des grands établissements d'enseignement supérieur, enfin des universités sur le territoire national, qui est une instance qui de plus en plus joue un rôle dans la régulation et dans la coordination avec l'État, avec la Caisse des dépôts. Daniel Grande nous parlera de l'action de la Caisse des dépôts tout à l'heure sur la question des universités. Quelques idées qui, pour lui, s'appliquent un peu à l'échelle nationale. D'abord, il y a une méconnaissance mutuelle qui est très très importante et il y a un travail qui s'est engagé il y a quelques années, qui continue aujourd'hui pour apprendre à se connaître, pour apprendre à comprendre l'univers de l'autre, à ce qu'un aménageur soit au courant qu'il y a des élections universitaires dans sa ville, non pas 6 mois après, mais 6 mois avant. C'est des choses qui de plus en plus ont lieu. On ne fait pas attention au fait que finalement ça fait progresser le sujet. La conférence des présidents des universités a signé une convention avec l'AFNO dernièrement, avec l'Association des villes-universités françaises, avec le MEDEF. C'est des choses qui, je pense, il y a 10 ans, auraient paru complètement irréalistes. Et c'est des choses qui finalement se font dans un temps qui est assez resserré et montrent bien que le sujet bouge sans doute plus que la vitesse à laquelle on est capable de réhabiliter 250 000 mètres carrés qui le nécessiteraient. La deuxième idée, c'est l'importance du fait urbain pour un acteur universitaire qui devient de plus en plus stratégique parce que les questions liées au patrimoine existant se posent de plus en plus. Et finalement, on est en train de basculer d'une époque où les collectivités s'intéressaient et s'attachaient beaucoup à la production de mètres carrés nouveaux pour répondre aux stratégies de développement concerté avec leurs établissements. Et puis on passe maintenant à une question qui est celle de la gestion de crise un peu. On a moins de sous, comme tu le disais tout à l'heure, Eric.
qui est une question aussi du faire avec l'existant et de travailler sur les campus pour les reconfigurer, les mettre au niveau, mais aussi les adapter à ce nouveau fonctionnement de l'économie, de l'innovation et aux besoins d'une circulation de la connaissance qui s'appuie sur cet acteur majeur qu'est l'université. Dernier point peut-être, c'est que l'université, de plus en plus, dans la manière que les territoires ont d'appréhender l'université, monte en puissance. La création des différents dispositifs, l'ABEX, IDEX, des pôles de compétitivité que vous avez tous vu fleurir sur vos territoires, elles ont des défauts sans doute dans leur mise en œuvre, etc. Et en même temps, elles ont marqué pour tout le monde le fait que l'université était un acteur incontournable dans les processus d'innovation et que les stratégies de territoire, elles devaient se construire autour de ces acteurs qui sont les acteurs déterminants et principaux de la recherche. Dernier point, celui de la conclusion du président Boabdallah. Je suis sans doute allé beaucoup moins dans le détail que ce qu'il aurait pu faire, je m'en excuse. C'était peut-être de nous raconter, sans rentrer dans le détail de ce qui s'est dit dans les couloirs, mais les débats nombreux auxquels peut-être certains d'entre vous ont assisté au cours des assises de l'enseignement supérieur, qui, pour ceux qui suivent le sujet de vraiment très très loin, se sont déroutées à l'automne dernier et ont servi de cadre à l'écriture d'une nouvelle loi sur l'enseignement supérieur qui est en préparation actuellement. Il nous disait qu'il y a une interrogation principale aujourd'hui et qu'il soumettait à l'assemblée de professionnels que vous êtes, qui était de dire comment est-ce qu'on peut concilier aujourd'hui à la fois l'exigence d'un service public national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et là vous comprenez, je le cite, et l'ancrage territorial dans une logique de fertilisation croisée. Et il raccrochait tout de suite à ça une question qu'on a vu très fort arriver dans cette question de la reconfiguration des enjeux d'aménagement universitaire, qui est celle de la compétence des collectivités territoriales, du rapport à l'État, avec quelque chose qui se dessine aujourd'hui et qui va vers l'écriture de schémas régionaux d'aménagement et de stratégie sur l'enseignement supérieur et la recherche, et en même temps le besoin d'une prise en compte des logiques qui sont celles des métropoles, puisque les métropoles aujourd'hui sont celles qui accueillent les établissements ou les parties des établissements les plus stratégiques. Les plus grands campus sont très généralement dans les capitales régionales. Je fais exception là encore de Paris, je m'en excuse. Et donc avec ce besoin à la fois d'être dans une écriture qui est en train de se faire et plutôt à l'échelle régionale, et en même temps dans une prise en compte des logiques de la mobilisation, de l'énergie qui émerge de l'échelle plus locale que constituent les métropoles, et des politiques qui peuvent même mettre en œuvre, même s'ils n'ont pas une compétence qui est aussi clairement définie que les régions. Et puis dernier point, c'était de dire qu'aujourd'hui, le regroupement des établissements à l'échelle des presses allait sans doute bouleverser, ou était en train de bouleverser ces questions, ou la manière qu'avaient ces questions d'enseignement supérieur de se traduire dans les logiques d'aménagement. On est de plus en plus en train de basculer dans des logiques de sites. On le voit aujourd'hui, et tous ces projets, l'ABEX, IDEX dont je parlais tout à l'heure, sont de plus en plus liés à des logiques de sites, et de moins en moins pensés à l'échelle des établissements eux-mêmes. Donc voilà peut-être pour l'essentiel de ce que voulait dire le président Boabdallah. Complexité et en même temps mouvement sans doute plus important que ce qu'on pouvait, j'allais dire, anticiper ou que ce qu'on peut voir quand on l'observe rapidement. Le lien avec la Caisse des dépôts, j'en parlais à l'instant très rapidement dans mon intervention. Je vais donc laisser la parole à Daniel Grande, qui fait partie de la mission université au sein de la Caisse des dépôts, qui a suivi assidûment les travaux préparateurs de notre groupe. On a beaucoup entendu parler du travail de la Caisse. Alors, Daniel, je le vois qui cherche un peu. Voilà, tu as un micro qui est juste ici.
Je pense que ça te simplifiera la vie. Pardon. Et donc, travail d'accompagnement, notamment dans la mise en place de schémas directeurs. Le président Bouabdallah voulait nous parler de stratégie de long terme. Ça a été notamment un gros travail d'accompagnement fait par la CAS. Schéma directeur immobilier, mais aussi schéma directeur d'aménagement et immobilier, SDIA. Tu nous as gentiment fait diffuser notamment le rapport que vous avez édité qui fait la synthèse de l'ensemble des schémas directeurs qu'a aménagé la Caisse. Il est disponible à l'entrée de cette salle. Ça vous permettra d'avoir un rapide tour d'horizon à la fois de la stratégie de vos établissements, mais aussi de celui des territoires voisins. Peut-être quelques questions. Qu'est-ce que c'est pour la Caisse des dépôts ou pour toi qui as suivi nombreux des travaux aujourd'hui les grands défis de la transformation des campus, les orientations qui sont prises aujourd'hui? On sait qu'on est tout près d'une signature de convention entre la Caisse, le ministère et la CPU. C'est dommage, elle n'est pas signée encore, donc tu ne pourras pas nous dire de manière complètement exhaustive ce qu'il y a dedans, mais peut-être nous dire ce qui peut intéresser les aménageurs et ce qu'ils doivent surveiller aujourd'hui sur ce sujet. Et peut-être de tracer des pistes sur les conditions d'un dialogue renouvelé avec les professions de la maîtrise d'ouvrage urbaine. Merci pour cette introduction. Je ne vais pas vous infliger une parole institutionnelle, et en plus pour les travaux qui ont été faits par la Caisse de dépôt, effectivement vous pouvez récupérer les documents qui sont à l'entrée. Et pour ce qui est du hors-série urbanisme, je rappelle quand même qu'il a été co-élaboré avec le PUCA et notamment avec Elisabeth Campagnac. Donc vous retrouverez des propos de gens que vous connaissez. Si je m'en tiens à ta question finale, et en repartant sur la question de penser l'université dans la ville, il est clair que le diagnostic est aujourd'hui assez clair. Je vais faire un petit détour et terminerai par la question de l'aménagement. Mais il y a besoin de faire un détour. Au regard du travail de diagnostic qu'on a fait en commun avec le ministère, ou qui est repris par exemple, qui a été repris ce matin dans un séminaire immobilier de la CPU, avec présence du ministère et de la Caisse des dépôts, les éléments de diagnostic commencent à être non seulement clairs, mais partagés. Ils étaient certainement déjà très clairs, j'y reviendrai, mais ils étaient ignorés ou non énoncés. C'est-à-dire que la réalité était plutôt déniée dans le sens où, certains d'entre vous l'ont vécu, la question de la création de surface et de la richesse publique, on va dire, permettait de ne pas se poser la question de la reconfiguration et de l'existant, puis de toute façon on pouvait toujours avoir de l'argent pour faire du neuf. Et on va dire que quelque chose, malheur est bon, le fait qu'il y ait des problèmes de finances publiques fait que la prise de conscience est en train de se faire très très vite. La deuxième raison en termes de prise de conscience, c'est que les universités n'étaient pas autonomes en termes de gestion, même si depuis 1989, d'après ce que j'ai appris, les universités... enfin, ce n'était plus les rectorats qui faisaient la gestion immobilière, mais on ne peut pas dire que les universités ont fait de la gestion immobilière depuis que les rectorats ne la font plus. La question immobilière a été un soin impensé, soit laissé de côté pour des raisons qui tiennent, ce que j'ai dit, à la richesse publique, qui se tiennent, ce n'est pas une mission principale des universités. Et après tout, quand il y avait besoin de locaux, quand il y avait besoin d'équipements, il suffit de se retourner d'abord vers l'État, ensuite vers les collectivités territoriales, pour les grandes agglomérations vers les conseils régionaux au travers des contrats de plan, et puis pour les petites universités ou les antennes vers les conseils généraux ou les villes. Cela amène, si vous voulez, jusqu'aux dernières années à des créations de surface relativement importantes. Je laisse de côté le débat sur la région parisienne, où effectivement la question des surfaces se pose réellement dans un certain nombre de sites. Mais globalement, aujourd'hui, il est possible de dire ce qui n'était pas possible même il y a encore 2 ans, y compris dans les schémas directeurs qui sont mentionnés dans le gros document qui est à l'entrée,
Il y a 2-3 ans, les prestataires qui ont fait des schémas directeurs se sont vus parfois renvoyer dans leur but quand ils osaient dire « mais vous n'avez peut-être pas besoin de créer de surface, vous pourriez peut-être facile... » Non, on n'en parle pas. Hein. C'était soit on n'en parle pas, soit on évacue le problème. Aujourd'hui, et je le constate, en gros depuis 2012, cette question elle est très clairement prise en compte et on l'a vu ce matin avec l'importance du public de président d'université à un séminaire immobilier. Enfin, d'après ce que me disent des collègues ou des personnels de ministère ou de la CPU qui ont assisté à de rares séminaires immobiliers, parce que le fait même d'organiser un séminaire immobilier est une nouveauté, enfin une rareté, on va dire. Les présidents d'université s'intéressent à ce sujet aujourd'hui. Alors pourquoi ils s'y intéressent? Diagnostic, 2 éléments. Le niveau de l'entretien dans les universités, selon les consolidations macroéconomiques plus ou moins approximatives, parce qu'il faut savoir aussi que le secteur universitaire est un secteur qui se connaît mal sur ce plan-là, sont de l'ordre de, on va dire, 300 millions d'euros, 250, on n'en sait rien. Et en gros, les consommations de fluides coûtent aussi cher que l'entretien. Vous pouvez prendre ça à l'envers, c'est de dire que les universités ne consacrent moins d'entretien qu'elles ne payent pour dépenser des fluides. Et comme vous savez que les universités ont certes eu des augmentations de crédit, en gros entre 2008 et 2010-2011, qui sont évaluées à 25%, vous voyez bien que même si les dépenses on va dire, de gestion patrimoniale sont marginales. Hein, en gros, 250 millions alors qu'il y a 11 milliards de dépenses dans le secteur. Ces dépenses marginales deviennent essentielles dans la gestion de l'autonomie. Alors ça se traduit aujourd'hui par une très mauvaise nouvelle. C'est un ajustement par rapport aux difficultés qu'elle rencontre avec l'entretien comme variable d'ajustement. Donc l'inspection générale de l'équipe de l'IGAENR, l'inspection générale de l'éducation nationale, quelque chose comme ça, la recherche, je crois, a en gros fait un diagnostic d'alerte qui est le même que celui qu'on a fait avec le ministère. Les universités vont dans le mur si elles ne réhabilitent pas, elles ne s'y entretiennent pas. Quelle est la solution ? Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est d'utiliser le levier énergétique. Le levier énergétique est le seul levier qui permettant, en dépensant, d'économiser. Et donc la question va se poser de si je réhabilite, c'est plus compliqué que ça, mais je ne vais pas vous prendre trop de temps, si je réhabilite, qu'est-ce que je peux réinvestir par un système d'externalisation plutôt public? Hein, parce que je ne rentre pas dans le débat, les contrats de performance énergétique ne sont pas une solution globale pour les problèmes de l'université. Il faut probablement transposer des méthodes telles que l'intracting allemand ou des méthodes qu'on voit en Belgique avec la FEDESCO pour réaliser cette réhabilitation des bâtiments publics. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir sur le plan bâtiment durable le rapport remis par l'équipe Matagne-Gatier, Pelletier, à la ministre sur les enjeux pour les secteurs, on va dire, éducatifs pour les générations futures de ces réhabilitations. Il propose que sur les bâtiments publics, cette question soit prioritaire, puisque ça engage l'avenir de la France. Alors, peut-être... Oui. Question, c'est, est-ce qu'on voit bien là que finalement la situation du patrimoine est première dans aujourd'hui l'urgence à agir? Est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une logique bâtimentaire finalement, et là on est... on vient de faire une introduction en disant finalement faut rentrer de la mixité sur les campus, faut réussir à faire le lien, on n'est pas en train de faire de l'université une ville, mais il faut faire l'université dans la ville, et ça amène des questions d'aménagement et sans doute des questions de maîtrise d'ouvrage d'aménageurs, on va dire.
Comment tu vois, toi, cette articulation entre une logique bâtimentaire qui répond à une urgence, qui est dans une zone financière très complexe, et puis en même temps le besoin de penser l'avenir dans une stratégie de long terme qui soit plutôt du projet urbain que simplement du pansement énergétique. Je suis caricatural pour qu'on aille vite, bien évidemment. Oui, puisque... la réponse est assez facile à formuler. Bon, la réalisation est un peu plus compliquée. Il faut avoir une approche combinée. Et pour traiter correctement la question de l'immobilier, il faut la traiter globalement. La traiter globalement, c'est traiter ensemble les questions de réhabilitation, de gestion patrimoniale et de construction. Je mets la construction en dernier. Hein. Je laisse de côté l'Île-de-France. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Cette approche combinée veut dire, par exemple, qu'il faut sortir des logiques où on donne des crédits spécialisés pour traiter les questions d'accessibilité, pour traiter les questions de sécurité, et qu'il faut avoir une approche globale, déjà, en termes de fléchage. La deuxième chose, c'est de rentrer dans une approche territoriale. Les universités fusionnées, si je prends Marseille, par exemple, l'AMU, sans eux, est probablement un des plus gros employeurs de PACA, et je crois de mémoire que c'est le deuxième employeur des Bouches-du-Rhône. Les universités découvrent, avec la gestion de la masse salariale qu'elles font en direct aujourd'hui, après les responsabilités élargies mises en place ces dernières années, découvrent qu'elles sont de grandes organisations, mais dont les compétences en matière immobilière ne sont pas à la hauteur des enjeux, soit de la masse de leur patrimoine, qui est un des principaux patrimoines publics, soit, et j'y viens, on rentre dans l'aménagement et dans le territoire, de l'énormité des sites. Je prends deux exemples pour illustrer. Nanterre, 38 hectares. Peut-être, Daniel, oui, on a un exemple... et qui peut être peut-être présenté par Florence Lipski, et tu m'amènes une transition rêvée. Oui, il y a le Lyon-la-Doua. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, pardon, je cite un exemple qui est plus gros que Lyon-la-Doua, parce que Lyon, de mémoire, c'est un nombre d'hectares qui est plutôt proche de Nanterre. C'est ça ? 200. Ah, 200 ? Oh là, j'y étais pas. Donc c'est effectivement là un très grand site, pardon, je suis un coup de fatigue, c'est vrai. Le complexe de Rangueil à Toulouse, c'est, si on prend la version basse, c'est 250 hectares. Si on intègre l'écocité qui est à côté et la ZAC de Montaudran, on monte à plus de 1000 hectares. Et donc les universitaires réalisent qu'ils sont dans des villes moyennes et qu'ils ne traitent pas ces villes moyennes, ces territoires de ville moyenne, avec les moyens qu'emploient les collectivités locales ou que mettent en place des aménageurs sur des grands sites.